Monsieur Ashura Matam, bonsoir et bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir répondu à notre appel. Bonsoir, merci à vous aussi de me donner l'occasion de m'exprimer à travers votre radio pour que les uns et les autres puissent comprendre un peu la situation dans laquelle nous sommes. Alors moi je suis Moussa Aga Asharatman, je suis un des jeunes membres fondateurs du MNA, ensuite qui est devenu du MNLA. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai été arrêté en novembre 2010 à Tombouctou quand on a créé les mouvements pour la première fois. Et actuellement, ma responsabilité au sein du Mouvement national de libération de l'Azawad, c'est que je suis le chargé de communication officielle du MNLA et je suis aussi membre de la cellule de communication de la coordination des mouvements de l'Azawad. Voilà. D'accord, ok. Merci pour cette brève réponse qui a le mérite d'être claire et précise. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Je précise à nos auditeurs qu'il y a quelques moments nous devions vous avoir, mais compte tenu de votre emploi du temps, nous n'avions pas pu faire l'interview à cette date-là. Donc vous avez bien voulu revenir vers nous et nous vous en remercions énormément. Monsieur Asharatouman, vous qui êtes chargé de communication, si je ne me trompe pas, au sein du MNLA et de la coordination des mouvements armés. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous allez parapher, oui ou non, l'accord d'Alger qui vous a été soumis par le gouvernement malien et la médiation? Bon, nous avons publié un communiqué officiel un peu tard hier soir. Moi aussi, je m'étais déjà exprimé sur les médias avant-hier soir pour un peu contrecarrer l'information qui a été donnée par le Premier ministre malien, comme quoi la coordination des mouvements de l'Azawad aurait donné son accord pour parapher l'accord d'Alger. J'ai d'abord démenti cette information et hier soir, on a fait un communiqué officiel dans lequel on explique que nous ne sommes pas prêts à parapher ces documents-là dans sa forme actuelle, sans au préalable avoir pris en compte nos amendements qu'on a remis le 17 mars dernier à Kidal, à l'équipe de médiation internationale qui était venue auprès de nous pour un peu s'acquérir de l'atmosphère auprès de nos populations, éventuellement aussi de nos conclusions suite à ces concertations-là. Donc on a dit que c'est sur la base de ces amendements-là qu'on pourrait éventuellement avancer vers un paraphe et ensuite une signature de cette. Mais étant donné que cela n'est pas encore le cas, nous ne donnons pas notre accord pour parapher l'accord d'Alger dans sa forme actuelle. Donc ça, nous l'avons officialisé hier soir, comme quoi la CMA ne va pas parapher l'accord d'Alger. Nous ne serons pas aussi dans la réunion qui est prévue par la médiation le 15 avril à Alger. Ok, très bien. Monsieur Asharatouman, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, vos amendements et vos revendications, parce que, comme vous venez de le préciser, vous reprochez un certain nombre de choses à cet accord et vous avez fait des amendements. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour que nous puissions comprendre exactement ce que vous voulez, reprocher, plutôt ce que vous reprochez à cet accord et ce que vous voulez intégrer au sein de cet accord? Bon, je pense que notre critique vis-à-vis de cet accord ne date pas d'aujourd'hui. Et depuis le début des négociations, c'est-à-dire depuis même la mise en place de la feuille de route à Alger, nous avons toujours fait comprendre aux autorités maliennes ainsi qu'à l'équipe de médiation internationale qu'il y a des points sur lesquels la coordination des mouvements de l'Azawad, après avoir fait des concessions d'une extrême importance, notamment lors des négociations à Ouagadougou, à savoir la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Mali, la reconnaissance du caractère républicain et laïque de l'État malien, nous pensons qu'il y a certains points sur lesquels aujourd'hui la coordination ne peut plus, c'est-à-dire faire marche arrière. Et pendant les 5 rounds de négociations, c'est des points qu'on a toujours déposés, mais malheureusement dans les synthèses qui nous ont été remises par l'équipe de médiation internationale, nous avons malheureusement et avec surprise constaté que la plupart de ces amendements-là ne sont pas pris en compte, raison pour laquelle nous n'avons pas voulu parapher ces documents, notamment à Alger, quand les autres l'ont fait, parce qu'on pense que les aspirations élémentaires et fondamentales de nos populations ne sont pas prises en compte, raison pour laquelle nous avons demandé un temps pour aller auprès de nos populations et nous consulter avec eux avant qu'on donne une réponse officielle à l'équipe de médiation internationale. Donc c'est suite à cela qu'on a organisé ce que vous avez sûrement dit, à prendre les consultations qu'on a fait à Kidal pendant
3 à 4 jours pour un peu expliquer les contenus de ces documents-là à nos populations. Et suite à ces concertations, nos militaires, nos notables, les femmes, les jeunes, l'ensemble de nos populations se sont exprimés pour dire qu'ils rejettent catégoriquement les contenus de ces documents et cet accord-là tel qu'il est proposé. Donc c'est à la suite de ces concertations que nous avons élaboré sur la base des conclusions de ces rencontres avec nos populations. Nous avons produit une série de points d'amendement qu'on a jugé nécessaire de remettre à l'équipe de médiation internationale et que ces amendements doivent être considérés et pris en compte avant que nous, on puisse éventuellement donner notre accord pour faire les paraphes. Donc c'est suite à cela qu'on a convoqué l'équipe de médiation internationale qui est venue nous voir à Kidal pendant 3 heures à 4 heures. Nous nous sommes entretenus avec eux. C'était une équipe de médiation qui était élargie à la Chine et à la Russie qu'on a vu pour la première fois dans cette délégation de l'équipe de médiation internationale qui sont venus nous voir le 17 mars dernier à Kidal. Après avoir longuement discuté avec eux, nous les avons remis non seulement les clauses de discussion qu'on a eues avec nos populations, et après aussi, nous les avons remis ces points d'amendement qui nous semblent être importants et qu'il va falloir considérer. Donc, c'est de par cette réunion-là qu'on a convenu avec l'équipe de médiation internationale qu'il y aura une réunion dans une date ultérieure et dans un lieu qui n'a pas été défini au moment où ils sont venus nous voir et qu'ultérieurement ils vont nous informer là-dessus. Donc ces points d'amendement aussi devraient être pris en compte. Donc c'est à la suite de cette réunion-là notre réunion finalement s'est tenue récemment à Alger avec une petite délégation très restreinte de la coordination qui s'est rendue là-bas, conduite par Bilal Al-Sharif, le président de la coordination. Et donc c'est à la suite de cela qu'on a encore réaffirmé notre attachement à ces points d'amendement-là. Il faut qu'ils soient pris en compte, il faut qu'ils soient considérés, il faut qu'ils soient inclus dans l'accord avant que nous on puisse donner notre accord pour faire les paraphes et ensuite la signature. Donc c'est à la suite de tout cela qu'on a attendu la réponse, c'est-à-dire de la médiation. Et la médiation nous a répondu avant-hier à travers une lettre que Ramtan Lamambra, son excellence, nous a envoyée, une lettre dans laquelle on voit une grande confusion et des non-dits en réalité qui nous rassurent sur absolument rien du tout, c'est-à-dire par rapport aux amendements et aux points qu'on avait remis à l'équipe de médiation internationale. Et à notre grande surprise, on nous fait comprendre qu'on doit être les 15 à Alger parapher un document alors que nous on avait posé des choses qui devraient être au préalable traitées avant que nous on donne notre accord. Donc c'est à la suite de cette lettre-là que nous avons produit ce communiqué que nous avons rendu public hier soir, que moi j'ai aussi réagi un peu aux propos du Premier ministre malien qui disait qu'on était prêt à parapher. Maintenant, quels sont ces points d'amendement? Ces points d'amendement, ils ne sont pas très nombreux. Le premier point, c'est que l'équipe de médiation internationale ainsi que le gouvernement malien, c'est-à-dire statut sur la reconnaissance de l'entité géographique, politique et juridique de l'Azawad. Ensuite, qu'il y ait une assemblée, c'est-à-dire interrégionale pour ces 3 régions-là, qui puisse légiférer des lois par rapport aux problématiques liées à cette zone géographique. Le troisième point, c'est que les forces de défense et de sécurité soient essentiellement constituées de 80%, c'est-à-dire des ressortissants de l'Azawad. Nous pensons que c'est des amendements qui sont d'une extrême importance, pour ne pas dire même c'est l'essence et le fond même en réalité des problèmes qui nous opposent au gouvernement malien, et on pense que les uns et les autres doivent prendre ces 3 points en considération. Il doit y avoir des discussions dessus, il doit y avoir des échanges dessus, et c'est après ces échanges et ces discussions-là que nous on pourra éventuellement se positionner et ensuite donner notre point de vue par rapport aux documents, si on les paraphe ou pas. Mais à l'état actuel des choses, tel que le document est proposé, nous avons toujours dit que nous ne sommes pas en mesure de signer ce document-là, et je pense que ça c'est une position qui n'est pas nouvelle, mais on l'a encore réitéré et réaffirmé hier soir dans le communiqué que nous avons rendu public. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous appelez population de l'Azawad? Parce qu'à travers votre exposé, on a compris que vous êtes allé en consultation, vous êtes allé en consultation pour discuter avec les populations que vous appelez population de l'Azawad. Moi, j'aimerais que vous nous dites, nous, ce soir, et aussi à nos auditeurs, réellement, l'Azawad est constitué de combien de régions? Qu'est-ce que vous appelez l'Azawad, à votre avis? Ce qu'on appelle population de l'Azawad, c'est l'ensemble des communautés qui vivent sur ce territoire géographique que je vous ai cité tout à l'heure, à savoir les Touaregs, les Arabes, les Peuls,
et les oreilles. Et nous nous battons pour un idéal politique, pour un droit politique qui concerne toutes ces populations, contrairement à des allégations, à des informations qui ont souvent passé dans des grands médias au niveau international, qui font croire aux uns et aux autres que le MNLA est un mouvement Touareg. Ce n'est pas du tout le cas. Le MNLA est un mouvement pour les populations de l'Azawad qui se bat pour les populations de l'Azawad sans distinction de race ni de couleur. Et c'est un idéal politique qu'on défend, c'est contre un système qu'on se bat. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'on est en révolte ou qu'on est en révolution. Et donc quand on dit population de l'Azawad, on parle de l'ensemble des communautés qui vivent sur le territoire géographique qu'on appelle aujourd'hui le nord du Mali, à savoir Gao, Kidal, Tombouctou, la région de Menaka ou de Taouleni ou d'autres. C'est cette zone-là qu'on appelle l'Azawad, et c'est les populations de l'Azawad, c'est l'ensemble des communautés qui vivent sur ce territoire géographique. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup. Cela me permet de rebondir sur une autre question avant de passer la parole à mon collègue qui est là en ligne avec nous, qui veut également vous poser une question. Vous avez parlé des populations de l'Azawad en faisant référence aux différentes régions du nord du Mali, Gao, Tombouctou et Kidal. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, vous nous avez précisé que vous êtes allé en consultation vers les populations de ces régions-là. Vous avez tenu une réunion à Kidal, une consultation, et des représentants des deux autres régions sont venus et ont assisté à cet échange que vous avez eu. Moi, la question que je vous pose est que nous avons aussi remarqué qu'il y a certains ressortissants de ceux que vous appelez Azawad, c'est-à-dire les régions de Gao, Tombouctou et aussi de Kidal, qui ne sont pas toujours d'accord avec les positions de la CMA ou du MNLA ou de différents groupes armés. Est-ce que vous prenez en compte les aspirations de ces derniers, de ces ressortissants aussi de ces différentes régions que vous nous avez précisé tout à l'heure, que vous défendez? Est-ce que le fait que toute la population ne soit pas d'accord avec vous peut porter un coup à la légitimité de vos différentes revendications? Alors, c'est une très bonne question, elle est extrêmement importante. Je pense que nous, au sein du MLA ou au sein de la coordination, nous respectons les points de vue de tout citoyen azawadien et de tout Malien, même par rapport à la politique et aux idéaux que nous sommes en train de défendre. Nous pensons que les gens ne sont pas tous les mêmes. C'est au fur et à mesure que le MNLA s'est grandi. Au départ, c'était des jeunes. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est des milliers de gens qui sont au sein de ce mouvement-là, qui l'ont rejoint. D'autres aussi en ont quitté. Je pense que les populations de l'Azawad sont comme toutes les autres populations. Il y a ceux qui sont pour cette cause-là, il y a ceux qui sont contre cette cause-là, il y a ceux qui sont neutres dans cette histoire, qui ne comprennent ni la rébellion ni le gouvernement malien. Donc je pense que ce n'est pas là la question. Maintenant, la légitimité de cette cause, ou tout ce qu'on est en train de remettre en cause aujourd'hui par rapport à tout ce qui se vit sur ce territoire géographique, que ces populations ont connu, ça c'est sûr, personne ne peut les remettre en cause, c'est une réalité. Maintenant, comment est-ce qu'il faut les défendre, comment est-ce qu'il faut en parler, comment est-ce qu'il faut poser des problèmes? Je pense que les uns et les autres, chacun a sa stratégie et son point de vue. On sait que, par exemple, à l'intérieur de la ville de Gao, et qu'il y a des populations extrêmement importantes, notamment une bonne partie des Soreilles, qui ne se retrouvent pas dans l'idéal qui est défendu par la coordination des mouvements de l'Azawad, chose que nous comprenons parfaitement, chose que nous ne dénonçons pas. Nous ne sommes pas contre ces populations, on comprend leur point de vue, on souhaite que ces populations s'expriment là, on sait qu'ils le font, et on souhaite aussi que ce soit la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, tous les Touaregs ne sont pas avec les MNLA, tous les Soreilles ne sont pas avec le gouvernement malien, tous les Bambara même ne sont pas avec le système malien. D'autres sont opposés, d'autres sont contre. Donc je pense que les Azawadiens aussi sont comme ça. Il y a ceux qui sont avec nous, ceux qui sont contre nous, ceux qui ne sont avec personne et qui vont arriver d'un jour, d'un moment à un autre. Donc c'est comme ça. Et je pense aussi que le fait que tout le monde ne soit pas avec nous, cela ne remet pas en cause la légitimité ou la légalité de ce que nous sommes en train de faire. Nous dénonçons un système, nous luttons pour les droits fondamentaux et élémentaires des populations,
dans leur diversité, dans leur multiculturalité. Je pense que ça, c'est quelque chose que personne ne peut remettre en cause aujourd'hui. Donc, nous respectons le point de vue de ceux qui disent qu'ils ne se retrouvent pas dans nos revendications et nous souhaiterons justement que ces derniers-là s'expriment, donnent leur point de vue par rapport à tout ça et que leur point de vue aussi soit traité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contre la liberté d'expression de l'ensemble des Maliens même. Il faut qu'il y ait un débat même au niveau national au Mali pour donner la parole aux uns et aux autres, afin que chacun s'exprime sur cette crise. Parce que nous, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, il y a une désinformation et une intoxication, c'est-à-dire de l'opinion publique malienne, pour les faire croire des choses en réalité qui n'existent pas. Nous ne sommes pas des anarchistes, nous ne sommes pas des gens venus d'ailleurs. Nous sommes nés dans ce territoire, nous sommes des fils de ce territoire, nous sommes des autochtones de cette zone, nous sommes des populations qui ont le droit à vivre chez eux, qui ont le droit aujourd'hui de choisir le système, je veux dire, politique, administratif ou sécuritaire qui répond à leurs aspirations, qui répond à leur mode de vie. Et ça, c'est nullement quelque chose qui est interdit. Et ça, c'est toujours ce qu'on a revendiqué. Et puis, contrairement aussi à ce qu'on dit à l'opinion malienne, les MNLA n'est pas un mouvement qui est venu de la Libye avec des armes pour taper sur les militaires maliens. Je suis désolé. Moi, je suis quelqu'un qui suis né à Kidal, j'ai grandi, j'ai jamais été en Libye, je connais même pas la Libye, je fais partie des responsables du MNLA. Nous sommes nombreux comme moi qui sont au sein du MNLA, qui sommes ici de ce terroir-là. On n'est pas venu de la Libye ni d'ailleurs. Nous sommes le fils de ce terroir-là. Et quand on s'est révolté, on ne s'est pas forcément révolté avec des armes. On s'est révolté avec la parole politique, avec la parole de croire à un pays qui est démocratique, qui laisse la liberté d'expression, la liberté de parler. Mais malheureusement, on a constaté le contraire quand on a créé notre mouvement. Moi, j'ai été le premier à être foutu en prison par les services secrets maliens. On a interdit notre mouvement, on nous a interdit de nous exprimer. Donc, à force de réduire les gens au silence, de les persécuter, de les massacrer, de les chasser, de les arrêter, de les mettre en prison, ils finissent par chercher un moyen de protection. Et ce moyen de protection, ça ne peut être que par les armes avec lesquelles ils vont les prendre des mains pour se défendre. Donc c'est ce qui nous a mené à cette situation actuelle. Sinon, c'est pas que nous, on privilégie la voie des armes ou de la guerre contre la liberté d'expression, la liberté de parler, d'expliquer politiquement ce qu'on vit. On est en mesure de le faire. Je veux dire, nous ne sommes pas des analphabètes, nous ne sommes pas des gens venus d'ailleurs. Nous sommes des gens instruits, on est capable d'expliquer de long en large ce que nos populations vivent, ce qu'on voit et comment est-ce qu'on pose les perspectives. Mais malheureusement, on a constaté que dans ces pays, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de dénoncer, la liberté de dire ce qui se passe réellement, malheureusement, on ne le fait pas, on ne le dit pas. Et la preuve, c'est que même dans les médias maliens, on ne donne jamais la parole aux responsables politiques de ces mouvements-là. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des sujets d'actualité qui concernent ces derniers pour qu'ils puissent donner leur point de vue. Et on continue à instrumentaliser l'opinion publique malienne, à la retourner contre nous. Et de l'autre côté aussi, on n'est même pas une lutte contre les populations maliennes. Je veux dire, les Maliens sont nos voisins, les Maliens sont nos frères, les Maliens sont des gens avec lesquels on va toujours vivre. Que l'Azawad existe demain, il est indépendant, les Maliens seront nos voisins. Et aujourd'hui, on vit dans un État commun qu'on accepte tous, qui s'appelle les Mali, on va tous vivre ensemble. Donc tôt ou tard, il faudra apprendre à ces communautés, à ces populations à vivre ensemble. Mais chacun peut gérer son terroir, chacun peut s'occuper de son quotidien, mais sans pour autant être contre l'autre. Contrairement à ce qu'on dit, nous ne sommes pas contre les populations maliennes, on n'a rien à les reprocher, ils nous ont absolument rien fait, mais il y a un système, il y a un État, il y a une machine qui est là, qui est en train de détruire une partie de cet État-là, et malheureusement une bonne majorité des Maliens ne l'ont jamais su parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Nous, on ne dit pas plus que ça. Ok, Monsieur Achouar, merci. Merci énormément. J'ai beaucoup de questions pour vous. Et très franchement, je ne sais pas si ça vous dérangerait que souvent je puisse vous couper pour essayer de rebondir. Comme ça, on pourra mieux se comprendre. Et puis, je crois que ça nous fera gagner un petit peu de temps. Moi, je vous ai compris. Non, pas de problème. Voilà, je vous ai compris, j'ai suivi votre raisonnement. Et la première question par laquelle je vais commencer, si on suit votre logique de revendication d'indépendance des communautés que vous appelez communautés ressortissantes de l'État de l'Azawad, si on suit cette logique-là, c'est-à-dire qu'au Mali, nous constatons quand même qu'il y a plusieurs communautés qui sont établies sur différentes zones géographiques à travers le Mali. Il y a le Massina, il y a le pays d'Ogon. Donc, si on suit cette logique-là, c'est-à-dire que chaque communauté devra revendiquer son autodétermination et son indépendance, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je veux dire, les communautés de Sikasso, de Kaï, de Ségou, d'ailleurs, n'ont pas le même problème.
Ils revendiquent pas la même chose que nous. Il n'y a jamais eu de rébellion au sud du Mali, comme il y en a eu depuis 63 chez nous. C'est-à-dire, il y a un rejet de l'État dans cette partie du Mali. Il faudra même que les Maliens l'acceptent et qu'ils les reconnaissent. Depuis 63, 2 ans après l'indépendance du Mali, cette révolte a commencé et n'a jamais pris fin. Ça fait 52 ans, un demi-siècle. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que ça n'existe pas. Il y a des problèmes, il y a des problèmes partout au Mali. Il n'y a pas de problème seulement qu'au nord du Mali. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes au nord du Mali. J'ai nos sortissants du nord du Mali qui me disent qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas. Et la population est en cause d'une part, l'État malien aussi est en cause d'autre part. Mais vous êtes d'accord avec moi que partout au Mali, du sud au nord, de Kaï, Gao, Mopti, Ségou, Sikasso, en passant par Bamako, il y a des problèmes partout. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que normalement, s'il y a des problèmes, est-ce que ces problèmes-là doivent pousser chaque communauté à expliquer son indépendance ou son autodétermination? Alors, première rectification d'abord, dans le vocabulaire que vous utilisez, il n'y a pas une communauté qui revendique quelque chose pour elle. On revendique quelque chose pour une population qu'on appelle la population de l'Azawad, qui est constituée de plusieurs communautés. Première rectification. Deuxième rectification, il y a des problèmes partout, des sous-développements, de sécurité, des trucs comme ça, en général au Mali. Mais il y a un problème politique qui oppose une partie des populations, c'est-à-dire à la moitié de l'État. Ça, c'est une question politique, c'est pas une question de développement, d'insécurité et tout ça. Je sais qu'il y a des problèmes à Kaï et ailleurs, mais les problèmes dans l'Azawad, face au gouvernement malien, c'est des problèmes très anciens qui datent même d'avant le Mali. Parce qu'on tient à rappeler quelque chose. Il y a une lettre même que nos arrière-grands-pères ont rédigée et ils ont donné ça aux colonisateurs français à l'époque avant qu'ils quittent le Soudan français qui est par la suite devenu Fédération du Mali et tout ça avant de devenir l'État du Mali. Nos grands-pères, ils ont écrit une lettre qui a été signée par plus de 387 notabilités, chefs religieux, chefs traditionnels à l'époque pour dire que si la France doit partir de notre territoire, ils doivent nous restituer nos terres telles qu'ils sont venus les trouver, c'est-à-dire nous donner la gestion politique, la gestion sécuritaire, la gestion militaire de notre territoire. Ça, c'est une lettre qui existe, elle date du 30 mai 58, c'est-à-dire avant même la création de l'État du Mali, pour dire que ces populations ne veulent pas appartenir à l'État malien. Et ces populations qui ont fait cette lettre-là, ce n'est pas des Touaregs seulement. Contrairement à ce qu'on dit, il y a des Touaregs, il y a des Pel, il y a des Soreilles. Donc c'est pour dire qu'il y a un problème politique dans cette région que nulle part dans les autres contrées du Mali, ça n'existe. Et c'est un problème politique qui est très historique et qui est très profond, qu'il faudra accepter, qu'il faudra affronter, qu'il faudra traiter comme tel aujourd'hui pour arriver à une solution. Donc c'est ce que je voulais mettre en avant. Vous avez dit que depuis les accords de Ouaga, vous avez reconnu l'intégrité territoriale du Mali. Aujourd'hui, nous avons assisté il y a une semaine à des manifestations qui sont déroulées dans la ville de Kidal et dans d'autres localités de la même région. Et les responsables de votre mouvement ont assisté, sinon ont même poussé des jeunes maliens à piétiner le drapeau malien, à brûler ce drapeau. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire, après avoir reconnu l'intégrité territoriale du Mali, vous acceptez ou vous encouragez à ce que des enfants de 10 à 12 ans piétinent les symboles de la République du Mali? Qu'est-ce qui motive cet état de fait au sein de l'ensemble des groupes armés aujourd'hui qui refusent de paraffer les accords d'Alger? Alors, première chose, d'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la légitimité d'un mouvement, c'est d'abord à sa base, et que vous dites que notre base, c'est seulement la région de Kidal. Je tiens à porter un démenti par rapport à cette information. Et quand on dit aussi la région de Gao et de Tombouctou, j'aimerais que les gens comprennent le sens d'une région. Une région ne se limite pas au riz de Tombouctou et au riz de Gao. Une région, c'est l'ensemble de cette région, c'est-à-dire jusqu'à la frontière du Burkina, jusqu'à la frontière du Niger et tout ça, jusqu'à la frontière de la région de Kidal. C'est ce qu'on appelle la région de Gao. Et quand on prend cette région-là,
Moi, je ne vais pas vous mentir, dans la ville de Gao, nous n'avons pas la majorité. C'est vrai, la majorité de ceux qui sont là-bas sont affiliés au pouvoir qui est là. Ils n'ont pas d'autre choix puisque c'est l'État qui a la puissance, ils contrôlent l'intérieur de la ville. Donc les populations qui sont là les suivent. Mais quand on quitte la ville de Gao, on est à 20 km, on a déjà la première base du MNLA qui est là. Et à partir de 10 km, attendez, je termine s'il vous plaît. À partir de 10 km de cette ville-là, tous les restes de ces populations, tout le reste de ces campements, tout le reste de ces villages-là, ce sont des gens qui soutiennent la CEMA, qui sont avec les MNLA, qui sont avec les MA, qui sont avec les HCI, qui sont avec les mouvements, qui sont dans la coordination des mouvements de la Ouad. Donc, quant à la légitimité, aujourd'hui, je pense que même les internationaux qui se promènent sur le terrain savent ce que nous on représente et savent ce que aujourd'hui représente dans cette région que nous on appelle la région où les populations de l'Azawad ou les territoires de l'Azawad. Ceci étant dit, par rapport à votre deuxième question, pour ce qui concerne les drapeaux, nous avons reconnu l'intégrité territoriale du Mali. C'est vrai, nous avons reconnu, c'est-à-dire l'intégrité territoriale du Mali, mais à condition que cette intégrité territoriale du Mali reconnaisse aussi à son sein une entité, c'est-à-dire politique, juridique particulière qui s'appelle l'entité géographique et politique de l'Azawad. C'est pour ça qu'on a reconnu l'intégrité territoriale du Mali et bien avant même les accords de Ouagadougou. Ça, c'est une information qui est extrêmement importante qu'il faudra que tous les Maliens l'entendent, l'apprennent et en prennent acte aussi. Maintenant, quant au drapeau du Mali, moi, je suis aujourd'hui un responsable politique et je peux vous dire que ce qui s'est passé à Kidal l'autre jour par rapport à ceux qui ont piétiné les drapeaux maliens ou qui l'ont brûlé, c'est un acte qui est condamnable, c'est un acte qui n'est pas responsable. Mais ce qu'ils ont fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des enfants. Et ces enfants-là, ils existent partout aujourd'hui. Je veux dire, les drapeaux de l'Azawad qui a une importance capitale aujourd'hui pour nous, qu'on ne touche pas, qu'on ne brûle pas, qu'on ne piétine pas. Aujourd'hui, il est piétiné et brûlé par certains Maliens. Et ils en font tout genre de choses. Ça, on l'a vu aussi de nos propres yeux. Donc, je pense que des gens qui peuvent commettre des erreurs ou qui peuvent commettre des actes qui puissent blesser les uns et les autres, ça existe partout. Ça existe de notre côté, tout comme ça existe du côté malien. Mais par contre, en tant que responsable politique du MNLA, en tant que chargé de communication de ce mouvement, il est clair que cet acte-là est une erreur. Et je tiens à le dire, je tiens à le préciser, c'est quelque chose qui n'est pas encourageable, nous ne l'avons jamais encouragé aussi, et c'est des actes aussi que nous n'encourageons pas. Nous respectons les Mali, nous respectons ces symboles, les peuples maliens, mais nous demandons aussi à ceux qui en face, qu'ils fassent de même, qu'ils respectent les Azawadiens, qu'ils respectent leurs symboles, qu'ils respectent aussi ce qu'ils sont. C'est en ce moment-là qu'on pourra évoluer, qu'on pourra se respecter, qu'on pourra s'écouter et qu'on pourra avancer ensemble. Voilà mon point de vue. Merci bien. Azawadien, pour moi, veut dire malien. Et quand vous disiez que c'est des enfants, certes, c'est des enfants, mais ce n'était pas un mouvement d'enfants de la rue, mais bien organisé en présence des responsables politiques et militaires des mouvements armés du Nord. Donc, c'est pas la première fois, on pose des actes, après on vient pour les condamner. Ben, c'était une image forte qu'ils voulaient donner, dire à la communauté nationale comme internationale qui maîtrise cette zone. Vous avez dit tout de suite que la population de Gao, c'est-à-dire Gaoville, n'a pas le choix parce que c'est le pouvoir malien qui est sur place. C'est de la même chose pour moi à Kidal. Toute la population de Kidal n'est pas pour le mouvement, le MNLA ou les autres mouvements armés. Mais par ailleurs, comme vous le savez, l'armée malienne, le pouvoir politique n'existe pas aujourd'hui sur place. Nous ne sommes pas là-bas, mais nous avons des échos. Il y a des gens qui sont obligés de marcher, de protester contre l'État malien parce qu'ils n'ont pas d'autre soutien. Il y a de cela juste une année, nous avons assisté pour la première fois ce qui s'est passé à Kidal, c'est-à-dire faire la chasse aux personnes de couleur noire pour les amener vers Gao. Aujourd'hui, on ne va pas faire de ce problème un problème d'ethnie ou de couleur, mais la population malienne en général et celle du Nord ne demandent que la paix. Nous avons aujourd'hui un accord qui peut être une base pour aller vers la paix, pour affaiblir la souffrance, diminuer la souffrance de cette population. Pourquoi ne pas accepter
l'accord d'Alger et continuer le processus de réconciliation? Est-ce que, en disant tout simplement non, nous n'allons pas paraffer l'accord, les MNLA ne se portent pas comme, devant l'histoire, responsables de la stabilité du nord du Mali? Je ne pense pas. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Quant aux populations de Gao, là, moi, je vais vous rappeler l'histoire, peut-être que vous ignorez, mais les populations de Gao, quand les MLA est venu, ils étaient tous avec nous. Quand on est parti, les Moujao est venu, ils étaient tous avec les Moujao, ils l'ont applaudi. Est-ce que vous voyez, ils ont applaudi Al-Qaïda? C'est quand ils les ont coupé les mains et les bras. Attendez, je vous ai laissé terminer, monsieur. Je vous ai laissé terminer. Ils ont applaudi Al-Qaïda et les Moujao, ils les ont soutenus pendant tout le temps où ils étaient là-bas. Quand ils ont commencé à les couper les pieds et les mains, c'est en ce moment qu'ils ont compris. Après, quand l'intervention Serval est venue, ils ont applaudi les Français. Quand les Maliens sont venus, ils ont applaudi les Maliens. Donc les populations, en réalité, quelque part, c'est-à-dire ces populations qui sont à Gao aujourd'hui, ont été victimes de beaucoup de choses. Et les autres communautés ou les autres populations dans les autres régions, je tiens à les préciser, n'ont pas connu. Quand vous prenez Kidal comme exemple, à un moment donné, Ansar Dine et Akmi contrôlaient Kidal, mais ça n'a jamais empêché à ces femmes que vous voyez aujourd'hui manifester contre le Mali. Ils ont toujours manifesté contre Al-Qaïda. Ils ont saché Ansar Dine à midi de Kidal et Al-Qaïda. Elles marchaient là-bas, elles ont toujours brandi les drapeaux de l'Azawad et elles ont toujours dit qu'elles sont contre la présence de ces terroristes et de ces islamistes-là. Donc je tiens à vous dire qu'à Kidal aussi, vous avez dit tout à l'heure qu'on a expulsé des gens parce qu'ils sont noirs. Monsieur, je suis désolé de vous contredire. Comment est-ce qu'un mouvement dans lequel on retrouve des gens de différentes couleurs, y compris des noirs, dans les MNLA, partout dans nos structures, que ce soit politique et militaire, on va expulser des gens parce que tout simplement ils sont noirs. C'est pas vrai. Ok, donc je vais vous laisser terminer, mais avant, j'aimerais juste poser deux petites questions. Après, on va rebondir à autre chose. On va essayer d'évoluer et puis voilà, quand nous sommes à Libye. Vous avez dit lors de vos interventions que le MNLA n'est pas venu de la Libye et que les gens considèrent que le MNLA était un groupe armé ou je ne sais pas, les membres du MNLA sont des mercenaires ou des criminels et que vous n'en êtes pas. Parce que vous faites la différence entre ceux qui sont venus de la Libye, Akmi, tous ces gens, le Moujao, vous considérez que vous ne faites pas partie de la même entité. Moi, j'aimerais vous poser une question. Vous savez quand même aussi bien que nous que lors de certaines attaques, le MNLA s'est allié à Akmi, le MNLA s'est allié à d'autres groupes armés pour attaquer des positions des armées maliennes. Et est-ce que ce serait juste de dire aujourd'hui que le MNLA... Oui, est-ce que ce serait juste de dire que MNLA était un groupe purement politique et idéologique qui revendique des droits et qui n'a commis aucun crime ou qui n'a commis aucun meurtre? Est-ce que ce serait juste de dire ça aujourd'hui? Bien sûr que c'est juste. Je vous ai posé la question tout de suite en disant que nous nous sommes alliés à Akmi ou à Ansar Dine ou à un autre mouvement pour attaquer des villes maliennes. Je veux que vous me donnez des exemples. Où est-ce que vous nous avez vu avec Akmi attaquer l'armée malienne? Où? Mais monsieur Achara Touman, l'attaque de Aguelhok, le MNLA fait-il partie des belligérants, oui ou non? Nous n'avons jamais attaqué la ville d'Aguelhok, nous l'avons toujours dit. Nous n'avons jamais attaqué la ville d'Aguelhok. Monsieur Moussa. Écoutez, il y a des gens en Europe ici à un moment donné qui s'étaient levés pour, je ne sais pas, parler de cette attaque-là, mais par la suite, tout le monde sait que c'est Ansar Dine et leur Akmi qu'ils ont attaqué Aguelhok. Ils l'ont attaqué le 18, ils l'ont attaqué le 24. On n'a absolument rien à voir avec cette histoire d'Aguelhok. Nous, on était à Tessalit, c'est Tessalit qu'on a attaqué. Et puis une autre chose, Ansar Dine et Akmi, nous n'avons jamais fait front commun avec ces gens-là. Quand nous, on a lancé les attaques le 17 janvier, on a lancé tout seul. Il y avait que les forces du MNLA. On avait besoin de personne pour faire ces attaques-là. Parce qu'à l'époque, on était le mouvement les plus puissants. On avait des armes, on avait des voitures. On n'avait ni besoin d'Ansar Dine ni d'Akmi. Et Akmi et Ansar Dine, à l'époque, ils n'avaient aucune intention de faire quoi que ce soit puisque c'était des alliés de l'armée malienne. C'est nous qui avons attaqué Menaka, Tombouctou, Kidal, on a attaqué Gao, on a attaqué les autres localités. C'est quand l'armée malienne a été complètement effondrée
C'est en ce moment-là que ces gens-là se sont mis en action, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Et ces gens-là, il y a une vidéo qui est très illustrateur. Moi, j'en ai parlé dans un débat sur France 24 contre le terrorisme. Et cette vidéo, elle existe toujours sur YouTube. C'est une vidéo dans laquelle Abdel Malek Droukden, le chef l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, s'exprime clairement à Tombouctou par rapport à ce qui se passe au nord du Mali. Il a clairement dit qu'eux, ils sont venus pour soutenir le peuple malien, pour aider les Mali à ne pas être divisés, parce qu'aujourd'hui, le Mali veut être divisé par un mouvement de mécréants qui est soutenu par des Occidentaux qui s'appellent les MNLA, et que grâce aux Moujahidines, Dieu merci, qui sont venus, grâce à l'appui qu'ils ont apporté, le projet de la construction d'un État de la Wad est tombé dans l'eau. Donc, ACMI, Ansar, Moujao et tous ces mouvements terroristes sont là pour aider les peuples maliens à sauvegarder ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire l'intégrité territoriale du Mali. Ça, c'est une vidéo qui a été diffusée en exclusivité sur Al Jazeera et ça démontre clairement en réalité les affinités et les alliances qui existent entre l'État malien et ses mouvements terroristes. Je veux dire, ça ne souffre d'aucun doute. Et nous, les combats qu'on a menés avec ACMI contre ACMI, Moujao et tous ces mouvements terroristes, les uns et les autres en sont témoins. Tout le monde sait que c'est nous qui continuons à combattre ces mouvements terroristes. On les a toujours combattus. On n'a jamais fait front commun avec ces gens-là. Ceux qui collaborent, ceux qui compatissent, ceux qui sont gentils avec ces gens, on les connaît. Et aujourd'hui, Bamako est truffé des trafiquants de drogue. Et ces mêmes trafiquants de drogue, ils sont connus par tout le monde. Quand vous parlez de Gao, les populations de Gao, allez leur demander qui étaient les Moujao d'hier, qui les terrorisait, qui leur coupait des mains et des bras. Ce sont ces mêmes gens-là qui sont assis à côté de vous aujourd'hui à Bamako. Certains sont des parlementaires. Et aujourd'hui, on vient à taxer les MNLA de ceci et de cela. On peut nous taxer de tout, sauf d'être méchants, terrorisme, néo-terrorisme. Nous et le terrorisme, ça fait deux choses. Merci bien, M. Moussa. Sauf que nous avons aussi des vidéos. Les MNLA a fait alliance à l'époque avec Amsardine. Ce même mouvement terroriste Amsardine qui porte aujourd'hui le nom de HIA, avec qui les MNLA est dans la coordination. Le Amsardine a juste changé de nom. Les mêmes responsables sont aujourd'hui dans les... Écoutez, alors je vais rectifier ça aussi. On a essayé. Écoutez, quand nous on a discuté avec Ansardine au niveau international, Ansardine n'était pas taxé des mouvements terroristes. Écoutez-moi bien, c'est important. Écoutez-moi bien, c'est important. Les Ansardine à l'époque n'étaient pas taxés des mouvements terroristes. La preuve, c'est qu'on n'était pas les seuls à discuter avec eux. Ils ont été invités par le président Blaise Compaoré. Ils discutaient avec l'Algérie, ils discutaient avec la Mauritanie, ils discutaient avec tous les pays de la sous-région. À l'époque, ils n'étaient pas, c'est-à-dire officiellement reconnus comme un mouvement terroriste. Ansardine a été reconnu comme un mouvement terroriste quand ils ont décidé de lancer l'attaque contre Konna. C'est seulement en ce moment que le mouvement a été identifié au niveau international comme étant un mouvement terroriste. Et c'est en ce moment-là que la majorité de ses membres se sont désolidarisés d'Ansardine qu'on appelle aujourd'hui Ansardine terroriste. C'est-à-dire cette majorité qui s'est désolidarisée à leur tête Al-Rabbas à Guintalla, ce sont eux qui ont créé les MIA, ensuite qui est devenu les HIA. Et aujourd'hui, les HIA, autant bien que les MLA, sont des mouvements qui sont reconnus par la communauté internationale et qui sont reconnus par votre gouvernement comme étant des mouvements fréquentables avec lesquels on peut discuter. Donc, il faut expliquer à vos auditeurs, il faut expliquer aux populations maliennes qui est qui et comment est-ce que toutes ces choses-là sont arrivées. Il ne faut pas entretenir la confusion, messieurs. Parce que ça vous arrange pas, ça n'arrange pas les Maliens, ça n'arrange personne. Ok, voilà. Monsieur Acharatoumane, merci pour votre réponse. Oui, s'il vous plaît, merci beaucoup. On va essayer de terminer le débat. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Chacun veut parler, c'est normal, hein, parce que chacun a une position à défendre. Mais moi, en tant qu'animateur, je suis obligé d'être impartial, mais j'ai quand même quelques informations à mon niveau que je dois donner aux auditeurs. Monsieur Acharatoumane, vous savez très bien que lors des différentes attaques, avant les différentes attaques qu'il y a eu contre les positions de l'armée malienne dans les différentes régions du nord du Mali, le MNLA était campé sur des positions. Le MNLA était campé sur ces positions-là et les MNLA n'évoluaient pas. Les MNLA n'évoluaient pas. Et c'est lors de la grande offensive des différents groupes armés qui étaient dans cette région-là, qui étaient dans cette zone-là, le bastion,
c'était un ensemble de groupes qui a fait une offensive sur les positions de l'armée malienne. Et dans cet ensemble, il y avait aussi bien AQMI, il y avait Ansardine, il y avait le MNLA. Donc si aujourd'hui vous venez nous dire que c'est vous qui avez attaqué tous sur les positions de l'armée malienne et que vous avez mis l'armée malienne en déroute, mais il faut quand même rappeler que pendant de longs mois, vous étiez stagné, vous étiez stationné à des différents points qui étaient identifiés. Donc c'est avec l'aide et l'appui de ces différents groupes terroristes que vous avez attaqué les positions de l'armée malienne. Et vous avez été accusé, le MNLA a été accusé d'avoir commis le meurtre effroyable qu'il y a eu à Aguelhok, et en collaboration avec d'autres groupes armés. Vous l'avez toujours démenti, mais le gouvernement du Mali a toujours dit que le MNLA était partie prenante de cette attaque-là. Donc moi, j'ai du mal à vous suivre quand vous nous dites aujourd'hui que c'est le gouvernement du Mali qui est en relation avec des trafiquants de drogue, alors que vous êtes établi dans cette zone-là et que vous avez, comme vous venez de le dire, vous avez discuté, vous avez collaboré avec AQMI, avec Moudjao. Donc j'ai quand même du mal à vous comprendre quand vous mettez... Je n'ai jamais dit qu'on a collaboré et discuté avec les Moudjao et AQMI. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et l'autre information, c'est que nous, on était à Zakak, tout à fait. On était à Zakak avant le 17 janvier. C'est-à-dire, c'était là notre base. Et dans cette base-là, la puissance militaire qu'on avait, ni AQMI, ni Ansardine, ni qui que ce soit, ne l'avait. Ça, je tiens à vous le dire. Et la majorité des gens qui étaient là, c'était des gens qui ont quitté les casernes de l'armée malienne. Beaucoup d'officiers avec des armes, des voitures et des munitions. Ce sont ces gens-là qui ont constitué notre farce. Ensuite, il y a eu les gens des Fé Ibrahim Akbanga qui étaient déjà là, et quelques éléments qui ne sont pas du tout nombreux, qui sont venus de la Libye, qui se sont joints à cette grande coalition. Et c'est cette grande coalition-là qui a lancé cette grande coalition, ce n'est que les MNLA à l'époque. Et c'est nous qui avons attaqué Menaka, on a attaqué Tessalit, on a attaqué Tombouctou. Parce que la rébellion elle a commencé le 17 janvier. Et ce 17 janvier, il y avait 3 bataillons qui ont attaqué les casernes de l'armée malienne. Il y a un bataillon qui était conduit par Bah Moussa et par Hamed Rissa qui ont attaqué le 17 janvier la ville de Menaka. Il y avait le bataillon de Mohamed Agnajim qui est parti vers Tombouctou qui a attaqué Diri et les autres localités. Il y avait les bataillons qui étaient conduits par Bilal Agachérif et le colonel Assalat qui ont attaqué Tessalit. Voilà les 3 grands bataillons qui ont lancé la rébellion contre les casernes de l'armée malienne. AQMI dont vous parlez, il était où? Il était à Terrarar. Et Terrarar, vous savez, c'était à combien de kilomètres d'Aguelhok? C'était à une 20-25 kilomètres d'Aguelhok. Et ces gens-là, c'est pas hier qu'ils sont arrivés là-bas. Ça fait des années, ils vivent à proximité des casernes maliennes. Ils les ont jamais attaqués. Et les Moudjao dont vous parlez là, il est de la région de Gao et tout le monde sait que c'est les mêmes milices que le Mali a formées pour contrer notre offensive. Ce sont ces mêmes milices-là, quand on a chassé les militaires maliens, ce sont eux qui ont changé de veste pour devenir les Moudjao qui a brandi les drapeaux noirs et qui a commencé à terroriser les populations après que nous on soit partis de la ville de Gao. Donc messieurs, s'il vous plaît, n'essayez pas de prendre des raccourcis pour raconter cette histoire contemporaine qui est vérifiable aujourd'hui. Nulle part vous allez trouver les troupes du MNLA avec notre drapeau à côté des drapeaux des djihadistes. Jamais, nulle part, et ça n'a existé. Monsieur Acharatoumane, moi je vous comprends, mais comment expliquez-vous que ces différentes régions que vous avez attaquées, la coalition dont vous parlez qui a attaqué l'armée malienne, vous dites que les terroristes ne faisaient pas partie de cette coalition, mais comment expliquez-vous que juste quelques temps après l'occupation de ces différentes villes-là par le MNLA, que ces différents groupes d'armées terroristes soient présents dans ces différentes régions-là et que le MNLA était out, le MNLA n'était même plus sur le territoire du Mali avec une position, comment dirais-je, puissante comme vous venez de le dire, et c'est après l'intervention Serval que le MNLA est revenu à Kidal pour remettre son bastion là-bas. Si vous n'étiez pas avec eux, comment expliquez-vous que vous avez abandonné cette ville-là? Monsieur, c'est très simple. Quand vous posez des questions, nous on a des réponses. C'est aussi simple que ça. C'est pas un débat passionnel. Est-ce que vous voyez? Vous me posez une question, je peux vous répondre. Nous on a attaqué l'armée malienne. On a fait des mois. On a fait des mois dans ces affrontements-là. Ce territoire, c'est 800 000 km². Il faut entretenir des hommes. Il faut acheter des munitions. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est pas un travail facile pour quiconque qui connaît la rébellion. Quand on a pris toutes ces villes-là, on était déjà à bout de souffle. Et c'est quand on a chassé l'armée malienne, c'est en ce moment-là qu'une nouvelle guerre nous a fait face. Nous, on a combattu ces gens-là à Tombouctou, on les a combattus à Gao, on les a combattus à Tagrangabut, on les a combattus à Menaka. Et si réellement ces gens étaient nos alliés, comme vous le dites, alors pourquoi est-ce qu'on va les prendre? Mais il y a eu des distensions entre vous, non? Vous êtes d'accord avec nous?
Il y a eu des... Il y a eu des distensions entre vous, il y a eu des différences, plutôt, il y a eu des divergences de points de vue entre vous. C'est pour ça que je vous ai expliqué, il n'y a jamais eu d'alliance entre nous et ces gens-là. N'essayez pas de faire croire à l'opinion publique malienne ce qui n'existe pas. Ces gens sont les alliés de votre armée. Ils ne sont pas l'allié de la rébellion. Ils n'ont jamais été avec nous. Et nous sommes les seuls à les avoir combattus. Vous savez, aujourd'hui, quand ils nous attrapent, ils nous égorgent. Quand on les attrape, on les égorge. Et c'est ça qu'on appelle des ennemis, des gens qui sont en guerre. Et je peux vous dire que les terroristes aujourd'hui vivent à Gao et vivent à Bamako tranquillement, sans craindre quoi que ce soit. Donc rapidement, on va continuer. Nous avons compris votre position, qui est notamment celle de la CMA. Nous avons bien compris. Donc vous me tendez la perche pour vous poser une dernière question, promis. Après, Ibrahim va vous poser aussi une dernière question et puis on va essayer de clôturer ou de conclure l'émission. Vous avez parlé de la défaillance de l'État malien au niveau de plusieurs localités des régions du nord du Mali. Vous avez parlé de la défaillance du gouvernement du Mali en matière sécuritaire, sanitaire et aussi sur le plan de l'éducation. Et moi, la question que je me pose, vous revendiquez l'indépendance de cette partie du nord du Mali. La première difficulté se trouve au niveau de votre propre affirmation. Quand vous dites que il y a beaucoup de communautés ou beaucoup de personnes au sein de la population du nord du Mali et qui ne sont pas forcément d'accord avec vous et que vous respectez leurs différents points de vue, vous respectez leurs différences. Est-ce que ça déjà ce n'est pas une première difficulté pour un groupe armé comme le MNLA ou la coordination, prenons ensemble la coordination des mouvements armés? Est-ce que là où l'État malien a failli, est-ce que la solution c'est de confier la gestion ou l'autogestion de cette partie du Mali à un groupe armé pour que ce groupe armé-là, ou cette coordination de groupes armés, puisse apporter une solution là où l'État malien a failli, compte tenu des différentes difficultés. Donc ça, c'est la question que moi je vais vous poser, et puis après, on va laisser parler Ibrahim. Ok, alors, déjà, moi, je n'aime pas l'expression groupe armé ou mouvement armé. Vous savez, nous sommes un mouvement populaire et politique. Nous ne sommes pas un mouvement ou un groupe armé. Nous n'avons pas que des armes, vous le savez très bien. Donc, il faut les corriger, s'il vous plaît. Par rapport à cette information, là où... Non, s'il vous plaît, excusez-moi. On ne peut pas jouer avec les mots. La CMA veut dire quoi? Dites-nous, s'il vous plaît. C'est pas moi qui l'ai inventé. La CMA signifie quoi? La coordination des mouvements de l'Azawad. Ah, d'accord, ok. Et le MNLA? Mouvement national de libération de l'Azawad. Voilà, donc nous sommes d'accord que dans ce mouvement-là, il y a des entités politiques, il y a des groupes de discussion, il y a des gens qui représentent ces différents groupes-là, mais il y a aussi des mouvements armés au sein du MNLA, au sein de la CMA. Vous avez des armes, vous avez des milices, vous avez des gens qui sont à votre disposition, qui sont là, qui combattent. Vous avez parlé des différentes attaques que vous avez fait contre l'armée malienne, donc ne m'en voulez pas quand je traite les MNLA ou les HCA de mouvements armés ou de groupes armés, c'est une réalité. Vous parlez des frères. Moi, ce que je vous reproche, c'est de tenir un vocabulaire à moitié. Il faut terminer vos phrases. Dites mouvement armé et politique. Ça, je vais vous comprendre. Mais vous dites armé. Pourquoi vous occultez populaire? Pourquoi vous occultez national? Pourquoi vous occultez populaire et politique? Pourquoi? Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Vous dites que tous les ressortissants du Nord ne sont pas d'accord avec vous. Donc à mon avis, ce serait un peu difficile de dire que c'est un mouvement populaire. Bon, bref. Je veux dire, vous pouvez ne pas être d'accord avec mes idées, mais vous ne pouvez pas remettre en cause une réalité, je veux dire. C'est ça que je vais vous faire comprendre. La réalité, c'est que nous ne sommes pas que militaires. Nous sommes politiques, nous sommes populaires et nous sommes militaires. Nous sommes tout. Nous sommes un mouvement national, comme notre nom l'indique. Nous sommes une coordination des mouvements. Nous ne sommes pas des national, c'est péjoratif. Ceci étant dit, je réponds à votre question. Voilà. Pourquoi là où l'État malien a échoué, ces mouvements ne peuvent-ils pas réussir? Vous savez, tout le temps, on donne la chance au changement. Et aujourd'hui, il faudra qu'on nous donne le temps et la chance d'essayer, c'est-à-dire notre politique de gestion de ces territoires-là. Et sur le plan sécuritaire, déjà, moi, je peux te témoigner que nous, on fait mieux que l'armée malienne. Parce que sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, les seules forces qui sont en train de combattre le terrorisme avec les forces internationales, c'est bien nos forces.
aujourd'hui. Ça, il n'y a aucun doute. Et sur le plan sécuritaire, ce qu'on fait à travers les frontières, l'armée malienne, quand elle existait de son temps, elle l'a jamais fait. Et sur le plan politique et administratif, nous n'avons pas l'appui, l'assistance et l'accompagnement que le gouvernement malien a. Mais avec les maigres moyens qu'on a, on essaye quand même de mettre quelque chose en place pour être à proximité de nos populations, pour répondre à leurs besoins. Mais ceci étant dit, on ne peut pas comparer un mouvement ou des mouvements à un État. Un État, c'est une légitimité internationale, c'est un partenariat, c'est des aides internationales et tout ça, chose que nous n'avons pas. Donc notre capacité de gestion, d'administration, de sécurisation, de réponse aux besoins primaires de nos populations, c'est pas la même chose que l'État malien. Mais je pense que nous, aujourd'hui, on est capable de gérer ce territoire, l'État malien tel qu'il est aujourd'hui, mieux que les militaires maliens, mieux que l'administration malienne. Et on ne demande pas moins, on ne demande pas plus que de nous donner la gestion de notre territoire. Et je pense que ça, c'est un droit élémentaire et fondamental pour toute population. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Je pense que le débat peut être très très long. On pourra continuer à poser mille et une questions. Donc, on va aller à l'essentiel et je vais laisser parler Ibrahim. Mais un dernier petit truc. Je tiens à vous rappeler que là, tout de suite, vous avez dit que un État ou un gouvernement ne peut pas être comparé à un mouvement armé ou à un groupe politique et armé. Mais vous, dans vos interventions, lors de ce même débat, lors de ces mêmes interviews, vous avez comparé le gouvernement du Mali et le MNLA et le HCEA. Si vous l'avez fait, et la CMA, vous avez fait cette comparaison-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi après quelques minutes, vous vous contredisez. Quoi? Je l'ai fait sur quoi? Si c'est parce que vous dites que le gouvernement malien a posé tel ou tel acte et que le gouvernement malien n'a pas répondu aux attentes des différentes populations du nord du Mali et que vous, en tant que mouvement, vous avez décidé de revendiquer vos droits et qu'il serait légitime de vous laisser gérer les territoires que vous revendiquez et que vous nommez Azawad. Donc, moi, je voulais même vous poser la question en vous demandant est-ce que vous mettez la CMA au même niveau des responsabilités que le gouvernement malien? Parce que dans toutes vos interventions, c'est ce que vous avez fait. Là où le gouvernement malien a échoué, vous pensez réussir là-bas. Donc, monsieur, comprenez bien les mots et les vocabulaires que j'utilise, s'il vous plaît. Je vous dis la capacité d'accompagnement et d'aide qu'un État A ne peut pas être comparé à celui des mouvements. Est-ce que c'est clair? Vous avez fait cette comparaison. C'est sur place que je fais la comparaison. Ah ben voilà, donc vous faites la comparaison, tantôt vous voulez pas faire la comparaison. Donc c'est quand même un double langage. Non, je fais la comparaison sur un domaine bien déterminé. Merci bien, essayons un peu de dépassionner le débat. Ben moi j'ai quelques questions. En fait, Monsieur Moussa, vous avez bien affirmé tout de suite que l'État malien ne contrôle pas cette partie du pays, ce qui est une vérité sans équivoque. Alors, moi, la question est très simple. À travers votre question, je vais rebondir. Qui, aujourd'hui, sécurise cette partie septentrionale du Mali? C'est la coordination des mouvements de l'Azawad et chaque mouvement est quelque part. Par exemple, quand on prend les frontières, quand on prend toutes les frontières nigériennes avec l'Azawad, c'est les MNLA qui les contrôlent. Quand on prend toutes les frontières algériennes, Tinzawatin, Timeyaouen, In Khalil, c'est les MNLA qu'on retrouve là-bas. Et à Khalil, il y a un peu de MAA aussi avec les MNLA là-bas. À Talhandak, il y a un peu de MAA avec les MNLA là-bas. Quand on prend les frontières de la Mauritanie, c'est encore les MNLA qu'on retrouve là-bas. Quand on vient à Ber, il y a un mixage entre les MNLA et les MAA. Quand on vient dans la ville de Kidal, on constate qu'il y a les MNLA, il y a les HCIA, il y a les MAA. À côté de Kidal, il y a une petite base de HCIA. À Menaka, c'est les MNLA. À Talatay, c'est les MNLA. À Talhandak, c'est les MNLA. À Jebak, c'est les MNLA. À Nefif, il y a un mélange. Donc voilà un peu comment les forces sont déplacées dans la zone. Merci bien. En vous écoutant, j'ai l'impression que la zone est bien quadrillée par les éléments du mouvement. Donc ce qui veut dire que la zone est sécurisée par les différents groupes armés de la coordination. Alors, sécurisé, c'est trop dire. D'accord. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, avec toutes ces forces sur le terrain, qu'il y a toujours des attentats terroristes dont les personnes ne sont jusqu'à présent pas démasquées? La nuit, le jour, tout le monde se ressemble. La nuit, nous parlons des islamistes. Qui est islamiste aujourd'hui dans cette zone? Qui ne l'est pas?
Bon, monsieur, déjà, moi, par rapport au vocabulaire d'islamiste, moi, je suis un musulman, je n'aime pas dire islamiste. Parce que pour moi, islamiste, c'est un musulman, ça n'a absolument rien à voir avec l'extrémisme. Et un terroriste ne veut pas forcément dire un djihadiste. Le djihad, c'est quelque chose qui est dans le Coran et tout musulman doit faire le djihad. Donc, il ne faut pas utiliser des terminologies, il faut pas utiliser des terminologies qui vont créer la confusion dans l'opinion publique même qu'on représente, puisque nous, le Mali est un pays à abondance et à majorité musulmane, donc islamiste et djihadiste, c'est des terminologies qu'il faut éviter. Merci maintenant, bien pour ces éclaircissements. Oui. Qui est terroriste? Et pourquoi on les voit la journée, pourquoi on les voit la nuit, on ne les voit pas la journée? Bon, vous savez, cette zone, c'est 800 000 km². C'est une zone extrêmement difficile. Et la preuve, c'est que nous ne sommes pas seuls aujourd'hui à combattre le terrorisme. Nous, on est là, les forces internationales sont là, c'est-à-dire la MINUSMA et Barkhane, mais avec tout, il y a un problème donné qui est là. Le terrorisme s'est propagé dans cette région-là, et aujourd'hui, pour la traiter, on ne peut pas la traiter en 24 heures, en 48 heures, ni en une année, ni en 10 ans. Et c'est des milliers de kilomètres qu'on ne contrôle pas forcément. Vous savez, dans cette zone-là, contrôler une ville, ça ne veut absolument rien dire. Ça, il faut le dire aux Maliens. Dans cette zone-là, c'est la guerre des grands espaces. C'est-à-dire, c'est celui qui contrôle l'extérieur de la ville, c'est celui qui a le monopole de cette zone-là. C'est pas forcément celui qui a une ville, rien ne se passe dedans. Tout se passe à l'extérieur de la ville. Donc aujourd'hui, cette lutte contre le terrorisme nécessite un appui, une connaissance mieux que celle qui est mise en avant aujourd'hui. Nous, on fait de notre mieux. Les forces internationales font de leur mieux. Chaque jour, on arrête des terroristes, d'autres sont tués, on arrête des poseurs de mines, d'autres sont éliminés, d'autres sont arrêtés, emprisonnés et tout ça. Je veux dire, les gens sont en travail, les gens essayent d'éradiquer ces mal-là, mais ce n'est pas un travail facile. Je veux dire, le terrorisme, c'est un système international et vous voyez même que même les grandes puissances internationales aujourd'hui ont du mal à combattre ces fléaux ou à l'éradiquer dans d'autres pays de par le monde. C'est pas nous qui avons commencé avant-hier qui allons résoudre ces problèmes-là. Donc ça, c'est une question sur laquelle tout le monde est unanime. Il faudra que les uns et les autres, l'armée malienne, l'armée azawadienne, l'armée algérienne, l'armée de tous les pays frontaliers, les puissances occidentales qui sont là, il faudra que tous ces gens-là convergent vers une idée commune dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pas de la lutte contre l'islamisme. Il faut éviter ça. Merci. Nous sommes des musulmans, nous sommes islamistes. Le djihad, c'est quelque chose qui appartient aux musulmans. Il y a le terrorisme qui est là. Ça ne porte pas le nom d'une religion. Ça porte le nom des gens qui posent des actes qui nuisent au bien-être des populations. Et ce sont ces gens-là qu'il faut combattre. C'est des gens qui sèment la terreur et de surcroît des terroristes qu'il faut combattre. Merci beaucoup et nous espérons que vous reprendrez, si vous êtes disponible, à votre appel lorsque nous aurons besoin d'une prochaine fois pour le débat. Parce que celle-ci, c'est une interview. Inch'Allah. Ok, donc merci à vous et bonne Merci beaucoup. Merci beaucoup.